Monsieur Thiam, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que Monsieur Tidiane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Donc, au moment où on est en train de parler là, je dis à tous les militants du PDCI, votre président là, il n'est pas exclusivement ivoirien. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Voilà ma main. Et moi, je prends mon téléphone, je l'appelle. Je lui dis, Monsieur Garasouba, je vous respecte bien, mais le PDCI RDA a une responsabilité et a une image à défendre. Mais M. Atou Banga n'a pas de responsabilité, il n'a pas d'image. Et si je vais où j'envoie quelqu'un, et comme il a dit c'est sanglant, et qu'effectivement ça devient sanglant, j'en assume la responsabilité. Que je ne vois pas pourquoi un débat à la télévision peut être sanglant. Donc je ne peux pas vous envoyer quelqu'un, et je ne peux pas, moi aussi partir. Parce que si je vais, c'est l'image du PDCI RDA au finish qui va être ternie. Or nous sommes jaloux d'une image du PDCI RDA. Comme on l'a vu dans les différents communiqués et dans les vidéos qui sont passées juste avant, le PDCI a décidé de suspendre ses interventions de la chaîne NCI, de l'émission NCI 360 qui est animée par Ali Garasouba. Pour moi, c'est un point majeur de l'actualité politique de ces derniers jours, parce que c'est une émission qui est très suivie, on va le dire. Je ne sais pas comment est-ce que tu voudrais qu'on puisse discuter de ce sujet-là. Quels sont les différents enjeux que tu vois de la question? Qu'est-ce que ça soulève pour toi? Déjà, pour commencer, je pense que on peut voir déjà si c'est une bonne chose à faire. Okay. De dire qu'ils vont se retirer de l'émission. Et puis après, essayer de comprendre plus généralement les enjeux même que revêt déjà les médias, les télévisions et les débats à la télévision. Et comment est-ce qu'ils participent à rendre la vie démocratique plus dynamique. Ok. Je suis Paul-Antoine et je discute avec Paul-Auguste de Paul à Paul. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur ça. Est-ce que tu penses que c'était une bonne chose à faire pour eux de dire, comme on n'est pas satisfait de la façon dont les débats se tiennent dans l'émission, on n'y participe plus? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais. Moi, je suis du même avis que les dirigeants du PDCI pour deux raisons principales. La première, c'est que l'argument qu'ils évoquent dans le communiqué, moi, il est plutôt clair. Ils disent qu'ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'équilibre dans le débat, que la chaîne a, entre guillemets, déjà un parti pris. Donc, pour eux, en fait, ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas faire prévaloir leurs idées sur le même pied d'égalité que le parti au pouvoir, notamment. Donc, ils estiment que dans ce contexte-là, puisqu'ils ne peuvent pas s'exprimer de la façon dont ils souhaitent et qu'ils n'ont aucune obligation, NCI 360, c'est une chaîne privée, ils n'ont aucune obligation de se présenter et de participer au débat. Donc, ils décident d'arrêter. Et pour moi, c'est pertinent parce que quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, il faut le dire. Il ne faut pas se contenter de participer, de faire, et après, tu critiques. C'est par exemple quelque chose qui est souvent reproché à l'opposition. C'est un peu comme, je ne sais pas si je vais dire un double jeu, mais le fait qu'ils critiquent, mais ils continuent de participer. Donc ça, comme la CEI, quoi. Comme la CEI, par exemple. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, à mon avis, c'est qu'il y a certainement une stratégie délibérée du PDCI, peut-être d'affaiblir l'audience de NCI 360, surtout parce que si tu regardes les dernières émissions
qui se sont passées, on va dire, depuis à peu près 4-5 mois, après la vague des déguerpissements, Oui. la plupart des titres de NCI sont toujours focalisés, sont toujours focalisés sur l'opposition. La plupart des titres. Soit sur le PDCI, Tidjane Thiam, Jean-Luc Billon, etc., les personnes majeures. Et ensuite, le PPACI, Laurent Gbagbo, l'opposition Blé Goudé, etc. Mais il n'y a pas vraiment de sujet qui questionne directement le parti au pouvoir. Mhm. Et le fait de ne plus participer, puisque c'est eux qui sont aujourd'hui en quelque sorte les fers de lance, ça peut contribuer à amenuiser leur influence. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont publié un communiqué qui indique qu'ils vont commencer à faire, je ne sais pas si c'est un débat ou qu'est-ce que c'est exactement, mais ils vont proposer une sorte de débat sur leur chaîne PDCI TV à la même heure que NCI 360. Donc je pense que si on met les éléments bout à bout, on peut voir une stratégie qui est peut-être délibérée du PDCI. Voilà mon avis sur la question. Sur ce deuxième point que tu dis, Ouais. affaiblir l'audience, Mhm. est-ce que le fait de ne plus y aller, ça va empêcher NCI de traiter des sujets qui les concernent? Par exemple, la dernière fois, je crois le dimanche passé, ou en tout cas juste après la polémique, ils ont quand même tenu l'émission sans le PDCI sur le plateau. PDCI. Et ils ont parlé du fait que Tidjane Thiam n'aurait pas encore abandonné sa nationalité française. Et c'était justement le lieu de beaucoup d'invectives à son encontre, de ce qui était qualifié d'injure, qui a été traité de menteur, lui et les autres cadres du parti. Ce qui a créé encore plus, ça a fait enfler encore plus la polémique. Est-ce que c'est pas un désavantage de laisser en fait ceux qui viennent sur le plateau donner libre cours à toutes les réprimandes qu'ils peuvent leur adresser sans contradiction? Je veux dire, l'effet que ça fait finalement en termes de communication, si tu n'es pas là et qu'on te torpille sans personne pour te défendre, et si tu es là et qu'au moment où on te torpille, tu peux apporter la réplique, qu'est-ce qui est mieux stratégiquement pour eux en termes d'image? Je pense que si on essaie de regarder, si tu n'as pas la possibilité de te défendre dans les conditions que tu estimes comme étant justes, moi j'estime que ils ont beaucoup plus à perdre à aller se présenter dans l'émission, à ne pas pouvoir réagir, à ne pas pouvoir donner leurs arguments, à ne pas pouvoir proposer ce qu'ils avaient prévu de proposer. Ils ont beaucoup plus à perdre en allant se présenter et en faisant une mauvaise prestation que de ne pas le faire. Et quand ils ne pas pouvoir donner les arguments, moi ce que je vois c'est que quand ils y vont, ils donnent leurs arguments, mais comme ils disent dans le truc, c'est déséquilibré. C'est déséquilibré. Donc ils donnent leurs arguments, je sais pas s'ils ont 5 minutes de temps de parole, il y aura 3, 4, 5 personnes qui auront 5 minutes de temps de parole aussi, oui, mais et qui pour seront dire dans la contradiction le avec contraire, eux. exactement. Mais je veux dire, est-ce que si ton argument est suffisamment solide, finalement tu peux y aller, et puis si tu le donnes, des téléspectateurs que nous sommes, enfin, ils pourront juger de qui a été plus pertinent, tu vois. Oui, je sais que les téléspectateurs sont capables de juger. Sur ça, je suis d'accord. Mais je pense que ils ont leurs canaux de communication à eux, par exemple. Donc, ça ne les empêche pas en soi de proposer leurs idées. Par contre, c'est un signal. C'est un signal qui est fort pour dire la démocratie telle qu'on l'entend, elle a des préalables. Et l'un des préalables, c'est que les médias, les chaînes qui se présentent comme étant indépendantes, je précise, parce que NCI 360 degrés, ça veut dire qu'on essaie de faire un tour complet. Donc, de l'actualité. Un tour complet de l'actualité, mais aussi des avis. Un tour complet. Après, est-ce que tous les avis sont représentés sur le plateau à chaque Non, fois? mais les avis Ils principaux, essaient oui. d'avoir les parties prenantes principales. Et puis après, il y a exactement. toujours les experts, analystes qui sont là en complément, qui eux sont présentés comme neutres, en tout cas impartiaux. Ouais. Donc, je ne sais pas, pour moi,
c'est une bonne stratégie parce que le signal est fort. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle. Si ils continuent de la sorte, peut-être que d'autres partis vont les suivre. Mais bon, moi, le truc, c'est quoi? En termes de stratégie, l'issue qu'ils recherchent, c'est quoi? C'est que NCI disent, on a entendu votre appel, Oui, c'est ça. et désormais, sur le plateau, il y aura un PDCI, un RHDP, un PPA, Et des un personnes qui NGC, sont un COGEP, Et des et il y aura personnes qui sont plus personne étiquetées comme telles. qui vient sans étiquette et qui finalement a l'air de jouer le jeu d'un parti Ouais. en loup déguisé. Oui. Pour moi, Ça c'est serait ça ça, qui est... ça serait ça l'issue Ouais, ouais. qu'ils recherchent. Pour moi, c'est ça la stratégie. Ok. Moi je t'avoue que j'ai des réserves sur la stratégie de la chaise vide parce que je pense qu'il faut, en tout cas en politique et en communication, il faut occuper l'espace. Ok. Pour moi, vraiment, c'est primordial Il n'y a pas de mauvaise toujours publicité pour toi. occuper l'espace. D'ailleurs, en termes d'occupation d'espace et de participation, je fais un parallèle qui n'est pas forcément exactement juste, mais qui rappelle ça quand même. C'est la période où le FPI d'alors avait décidé de ne plus participer aux élections. Oui. Donc, ils ont fait plusieurs élections comme ça, scrutins où ils ne sont pas allés parce qu'ils boycottaient. Et ça s'est ressenti au moment où ils sont revenus dans le jeu. Parce qu'ils avaient moins. Oui. Les suis populations d'accord. étaient moins mobilisées. Et pour moi, à quelques mois des élections, faire ça, c'est sauter une opportunité. Comme tu disais, c'est une émission qui est très. Suivi. Je pense que pour moi, c'est l'émission référence en ce moment en termes de débat politique. Donc, ne plus y aller, c'est manquer une tribune importante quand même de faire prévaloir ses idées. Et puis, si vous êtes au cœur de l'actualité, finalement, c'est pas plus mal. Hein. C'est de vous qu'on parle tout le temps. Même Mais si c'est en est-ce mal, que- tant que vous venez et qu'on parle de vous et que vous arrivez dans une émission à placer 2-3 arguments majeurs qui sont en votre faveur, pour moi, c'est toujours ça de gagner. Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas le faire ailleurs? Parce que s'ils arrivent à forcer le verrou pour obtenir que certains analystes politiques ou consultants experts qu'on juge comme étant inféodés à d'autres partis politiques, s'ils arrivent à avoir un débat qu'ils estiment équilibré, est-ce qu'à la fin, tu penses qu'ils ne seront pas gagnants? Parce que, par exemple, les analystes qui sont indiqués, là, c'est Arthur Banga Après, c'est un risque. qui est au devant de la chose, mais Oui. je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent être soupçonnés Indexé. de ça. Ouais. Finalement, si tu penses qu'ils jouent le jeu d'un certain parti, il faut de prime abord, il faut les considérer comme des opposants. Et puis, venir préparer avec ça en tête, en fait, en prenant ça en compte, en se disant, En sur le prenant en plateau, compte j'aurai éventuellement que ça sera déséquilibré. que ça sera déséquilibré. Mais après, je veux dire, ils vont pas révolutionner le truc. En allant faire une émission sur leur chaîne PDCI TV, qui, par définition, est une chaîne qui est surtout fréquentée par des gens qui sont déjà adhérents. Donc, Oui. ils ne sont pas des gens à Oui. convaincre. Si tu veux convaincre de nouvelles personnes, il faut aller en terrain où c'est plutôt hostile. Pour moi, vraiment. Mais c'est eux qui occupent l'espace. Effectivement. Et d'ailleurs, pour revenir au sujet, par exemple, du débat télévisé, débat politique, on a là la scène d'une contradiction sur un sujet défini par le comité éditorial de la chaîne sur laquelle ça se passe, avec des opposants et des gens du parti au pouvoir, par exemple. Et en fait, même là, même dans la conception de ces émissions, de ces débats-là, il faut en fait prendre conscience que le choix du sujet est primordial. Le choix du sujet est débattu. Est-ce qu'on va parler plutôt de ceci ou plutôt de cela? Ça conditionne les débats, les discussions qui vont avoir lieu dans la population. L'actualité. C'est ça qu'elle- qui va faire l'actualité. Parce que Exactement. les médias, souvent, on dit ils relaient l'actualité. Mais en fait, ils sont créateurs aussi Ils d'actualité. créent l'actualité. Parce que, si tu veux dire, il y a 10 événements qui se passent dans une journée, au journal TV du soir, il y en a peut-être 3 qui seront retenus. Parce qu'on considère que c'est eux qui sont primordiaux, c'est eux qui doivent faire l'actualité. Donc, Tout à ils sont fait. créateurs d'actualité, ils sont créateurs fait. de tendances, c'est eux qui disent où est-ce qu'on doit mettre l'accent, sur quoi est-ce qu'on doit porter notre attention ou pas. Et donc, en cela aussi, ils ont un grand pouvoir de mettre la lumière, mais aussi de cacher des choses. Quand Ok. quelque chose se passe et qu'ils n'en parlent pas du tout, ça fait que ça Ils passe sous invisibilisent. silence. Ok. Et c'est dans ce silence-là, justement, que les réseaux sociaux, par exemple, là, tu as cité un exemple avec un cyberactiviste, c'est dans ce silence-là que les réseaux sociaux ont une grande importance parce que
là où le citoyen ordinaire n'a pas la capacité d'avoir une influence directe sur les choix des médias et de ce qu'ils vont proposer ou pas dans leurs émissions, et les réseaux sociaux nous donnent l'occasion aujourd'hui d'avoir des plateformes où finalement on est tous des médias potentiels. Démocratique. Je me rappelle d'ailleurs du tweet de Elon Musk juste après l'élection de Trump. Il a dit désormais c'est vous les médias. Exactement, sur son réseau. Ouais. Lui, par exemple, il est sur ex-Twitter, aujourd'hui X. Et justement, là, c'est un exemple palpable et très, très, très intéressant. C'est on a une élection américaine où il y a un réseau social détenu par un des principaux soutiens d'un des candidats qui a fabriqué justement l'information, l'actualité, qui a, à travers ses algorithmes et les sujets qu'ils mettent en avant ou pas, fait silence sur certains sujets du Parti démocrate et mis en lumière tous les sujets, tous les thèmes de Donald Trump avec les migrants, le fait qu'il allait arrêter la guerre en 2 jours en Ukraine, etc. Tous ces sujets-là ont été mis en avant pour montrer le meilleur jour de Donald Trump. Donc, ça montre en fait la puissance d'un média et comment est-ce qu'il est manipulable aussi. Comment est-ce qu'on peut fabriquer des opinions, des affects avec la maîtrise de... Donc, je reviens sur la question de la pluralité des médias et leur indépendance. L'indépendance, ça va aussi avec ça parce que là, c'est un média indépendant. Il en fait ce qu'il veut. Mais justement, il en fait tellement ce qu'il veut que c'est tellement orienté que si tu n'as que ça, ta vision de la réalité est totalement biaisée et tu es manipulé, en guillemets, par lui, par le propriétaire de ce média-là. Et l'exemple, il y a un autre exemple qui me vient en tête pendant que je suis en train de parler, c'est la question sur la nationalité de Tian. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un qui est un peu informé de la vie politique, tout le monde sait qu'il a la double nationalité, enfin qu'il est franco-ivoirien. Tout le monde le sait. Mais à quel moment est-ce que c'est venu dans le débat politique, dans l'actualité, dans les news, etc. C'est lorsque ça a été dit sur un plateau de télé de NCI. Donc, c'est juste et dans pour Jeune appuyer... Afrique précédemment. Oui. Mais ça n'avait pas fait autant de bruit à l'époque. Donc, c'est juste pour appuyer sur ce que tu viens de dire, qu'ils définissent qu'est-ce qui est l'actualité, qu'est-ce qui est important, quels sont les sujets sur lesquels on doit parler ou les sujets sur lesquels on ne doit pas parler. Donc ça, c'est extrêmement important que les gens sachent que les médias ne sont pas forcément... C'est pas l'alpha et l'oméga. J'aime bien l'expression. C'est pas l'alpha et l'oméga. Ils ont, dans une certaine mesure, un devoir eux-mêmes de comprendre c'est quoi l'enjeu. Et l'enjeu, c'est que l'information est clé et ils doivent avoir une pluralité d'informations pour pouvoir décider. Et j'ai envie de poursuivre mon propos en montrant un graphique que je trouve, enfin, des statistiques que je trouve assez évocatrices de l'importance des médias dans les votes. On peut voir sur des stats qui ont été proposés par le journal français Le Monde sur les élections présidentielles de 2022 en France. Et on peut voir, j'aimerais bien qu'on puisse avoir ce genre de statistiques pour les candidats ivoiriens au moment des élections, mais je ne sais pas si on pourra l'avoir, mais bon, on verra. Donc, on présente le temps de passage des différents candidats sur les principales chaînes les plus regardées par les Français. Donc, la première stat, c'est sur TF1. Donc, on voit largement Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. On peut passer au suivant. Maintenant, sur France 2, qui est le deuxième média le plus regardé, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Éric Zemmour. Et ensuite, on a Hidalgo, etc. Et maintenant, on peut passer au troisième média le plus regardé, qui est France 3. Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron et encore Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et on retrouve Éric Zemmour. Et là, juste après le dernier
la dernière stat qui est encore présentée par Le Monde, qui montre les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Oui. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse. Donc, on peut voir directement qu'il y a une corrélation qui est presque directe entre le temps de passage sur les principaux médias et le nombre de votes qu'on finit par obtenir. Pourquoi? Parce que plus on occupe l'espace médiatique, plus on est visible, plus on peut présenter ses arguments, plus on peut imposer ses sujets politiques, ses idéaux. Et au final, le public qui ne fait que consommer finit par croire directement que si, par exemple, Éric Zemmour parle d'immigration, c'est qu'effectivement, il y a un problème d'immigration, puisqu'on le voit souvent en parler dans les médias. Donc, le fait que un candidat puisse occuper l'espace médiatique est extrêmement clé. Et pour moi, c'est tout à fait important de le signifier. Ouais, je suis d'accord. Et je suis aussi d'accord sur surtout parce que bon là les résultats du premier tour, en effet, bon il y a un peu aussi il y a la question en fait de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est parce que c'est les candidats qui par exemple ont le plus de militants, donc qui passent le plus à la télévision, Bonne question, et donc oui. ils vont avoir le meilleur score aux C'est pas élections? forcément le cas d'Éric Zemmour. Ou alors est-ce que c'est parce qu'ils passent autant à la télé que finalement ils sont votés? C'est vrai que le score d'Éric Zemmour est très parlant de ce point de vue-là parce que Il c'était un peu. ouais, il Bon, n'était c'était même pas pas. un no-name, mais Oui. c'était un journaliste. Ouais. Journaliste, polémiste, qui passait, il faisait un peu le politologue. Et puis quand il s'est présenté, finalement on voit qu'il a même fait plus de voix que la candidate par exemple des Républicains, ex-UMP, qui est un parti historique en France. Donc finalement on voit le poids que peut avoir le fait d'avoir autant d'exposition médiatique comme il a pu avoir, et aussi le fait de mettre en avant des thèmes, des thématiques qu'on peut qualifier de populistes, comme le thème de l'immigration, le grand remplacement, etc., qui vont attiser des craintes, des peurs de l'honnête citoyen français, et donc créer en fait une psychose où on va se dire, bon, il faut immédiatement agir et puis voter pour un candidat tel qu'Éric Zemmour, qui sur beaucoup d'autres points ne faisait pas objectivement le poids par rapport à d'autres candidats de formation politique, mais on se dit, celui-là, il va agir sur le sujet qui nous fait peur. Donc, bon, finalement, il a eu un score très, très important. Mais ce que je voulais dire aussi sur ça, c'est que l'exposition médiatique de tel ou tel candidat va donner la couleur de l'élection. Donc, plus tu vas mettre des gens qui vont venir te parler de sujets identitaires, Oui. par exemple de nationalité, d'origine, est-ce que lui il est ivoirien vraiment ou pas, tout ça, ça va créer Ça en vient fait. bientôt. Mais ça a commencé. Ouais. Et on verra si justement ces personnes-là, on voit au chapitre ou pas. Est-ce que c'est elles qu'on met en avant ou est-ce qu'on met en avant d'autres personnes qui parlent d'autres sujets? À voir. Mais en tout cas, c'est tout ça qui va donner la couleur de l'élection. Est-ce que ça serait une élection où on va parler principalement de sujets d'immigration ou d'identité, Mais oui. qui sont les vrais Ivoiriens, passer tout son temps à chercher genre, Et moi, c'est ça qui me dérange. le degré d'ivoirité de telle ou telle personne. Ouais. Et ça, en fait, c'est ça qui va aussi créer, comme on disait tout à l'heure, l'actualité, créer les sujets, les enjeux d'une élection, qui peuvent être totalement déconnectés des enjeux réels, comme peuvent être par exemple la cherté de la vie, l'inflation, qui sont des sujets qui concernent La dette. vraiment les citoyens et qui les impactent réellement dans leur La corruption. capacité à vivre correctement. Mais puis, on leur donne un sujet factice qui finalement concerne l'individu. Et je veux dire, c'est très personnel quand même, le fait d'avoir des origines ou pas. Finalement, est-ce que tu es citoyen ou pas? C'est à l'état civil de le constater. Donc, juger. Et est-ce que tu es éligible ou pas à une élection? C'est au Conseil constitutionnel, comme on dit, de dire qui est éligible ou qui ne l'est pas. Mais On dans a tous les eu cas, beaucoup de il cas y aura dans le passé. temps. Il y aura Donc, le on temps pourra de revenir revenir. dessus plus en détail. Mais en tout revenir cas, sur le pour moi, sujet. c'est ça. C'est que les médias aussi vont dire, enfin, vont définir qu'est-ce qui compte pour nous, à notre place, dans telle ou telle échéance électorale. Finalement, ça peut ne pas être en concordance avec les choses qui nous inquiètent vraiment, qui nous importent vraiment. Il y a un autre élément qui
qui, moi, m'interpelle, c'est que je trouve qu'on ne met pas suffisamment en avant la responsabilité des gens, la responsabilité des citoyens. Est-ce que on arrive à présenter certains sujets, comme le fait que le président du PDCI, Tidjane Thiam, n'ait pas renoncé à sa nationalité? Est-ce qu'on arrive à présenter ces sujets-là sur la scène publique parce qu'on sait que ce sont des sujets qui vont faire le buzz? Donc si ça fait le buzz, c'est parce que ça trouve un public. Et si ça trouve un public, c'est parce que c'est ce qui intéresse les gens. Donc pour moi, je me souviens très bien, pendant l'élection de la présidence du PDCI, Tidjane Thiam avait dit, il avait donné une phrase qui avait fait l'objet d'un débat. Il dit, il est ingénieur, il n'est pas économiste. D'accord. Tu vois, il avait dit, je suis ingénieur, je ne suis pas économiste. Et ça a suscité un débat, les gens en ont parlé, plateau de NCI. Et pour moi, c'est quelque chose de tout à fait évocateur parce que le fond du sujet, c'est pas ça. Donc, les gens sont un peu trop, à mon avis, attirés par les buzz, par le choquant, par les punchlines, que d'essayer de rentrer dans le fond du sujet parce qu'il y a de vraies problématiques à traiter. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Il faut qu'on puisse dire qu'on a notre responsabilité sur le fait qu'on puisse présenter certains sujets qui ne vont pas changer notre vie, mais qui pour autant arrivent à susciter le buzz, arrivent à créer de l'engouement sur certains sujets. En fait, ça aussi, faut penser au fait que soit tu parles de la responsabilité des téléspectateurs ou auditeurs qui devraient donner plus d'importance, accorder plus d'attention à tel ou tel sujet. D'ailleurs, qui les juge, qui fait la hiérarchie entre les sujets. Donc, c'est moi, c'est mon avis. Ça, c'est de ton point de vue, mais il y a cette question-là. Et puis, il y a le fait aussi que il faut comprendre que la télévision, c'est un espace où, surtout quand il y a des débats comme ça, c'est un espace où il y a très peu de temps pour penser, pour réfléchir. Donc, il faut tout de suite aller vers la punchline, vers le truc qui va être attirant, qui va marquer les esprits. Donc, on se retrouve toujours avec des débats qui, intellectuellement, peuvent sembler très pauvres parce que, justement, on n'a pas le temps de faire un débat nuancé avec des arguments, venir vraiment essayer de chercher une vérité. Chacun vient dans le débat pour imposer son point de vue sans forcément être ouvert. Je veux dire, on n'est pas en train de faire un colloque où on va être ouvert à de la contradiction ou bien essayer de se convaincre l'un l'autre. C'est vraiment, on vient déverser nos arguments majeurs. Et puis après, une fois qu'on a pu exprimer ça, on se dit que le téléspectateur va pouvoir faire la part des choses. Donc, c'est vraiment très pauvre comme exercice, mais c'est le spectacle auquel nous sommes habitués. On finit par s'y habituer et puis on finit par trouver que c'est ça qui est normal. Donc, il n'y a pas forcément de remise en cause de la façon dont ça se déroule. C'est vraiment, comme tu dis, c'est la recherche du buzz. C'est pour ça aussi que sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui vont avoir beaucoup de visibilité, ce n'est pas forcément les personnes les plus profondes, mais c'est les personnes qui ont compris ça, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'elles arrivent justement à créer, à mélanger un peu genre, le politique et le people. Et ça, tout le monde en raffole. Au terme de notre discussion, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est important pour des citoyens qui se veulent engager de faire l'effort, de comprendre comment fonctionnent les médias, les mécanismes des médias, comment se construit l'information et comment est-ce qu'eux peuvent s'armer pour ne pas se laisser manipuler. C'est peut-être un terme extravagant, mais pour se laisser en tout cas emporter dans des narratifs qui ne sont pas forcément les leurs, pour vraiment aller chercher l'information qui les intéresse réellement et qui ont un véritable impact sur leur vie. Première chose. Et aussi la responsabilité des médias eux-mêmes dans leur devoir d'informer équitablement et de s'évertuer à adresser les sujets qui vont réellement intéresser la nation et non pas forcément verser uniquement dans la recherche d'audience, de visibilité et de buzz. Donc, il y a une part de responsabilité
de ceux qui sont derrière l'écran et ceux qui sont devant l'écran, de construire en fait une information sourcée, nourrie et qui a un réel intérêt pour le plus grand nombre. Sur la question du retrait du PDCI de l'émission NCI 360, je laisse à ceux qui nous écoutent le soin de donner leur avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision ou pas? Nous, on a donné nos avis. Vous pouvez aussi dire ce que vous en pensez. Et puis, dites-nous, par rapport au fait que vous êtes des téléspectateurs ou des auditeurs comme nous, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez à la télévision, sur les médias sociaux, enfin, peu importe les médias que vous consommez? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que c'est construit? Est-ce que vous avez ce que vous attendez d'eux? Et comment est-ce que vous réagissez aussi aux choses que vous n'aimez pas? Est-ce que dans votre désamour de telle ou telle information, vous nourrissez quand même l'algorithme en partant cliquer dessus pour vous plaindre, pour dire ça, je n'aime pas? Et finalement, ça crée aussi de l'audience. Et ça donne l'illusion que c'est un sujet qui intéresse les gens. Pourtant, ça les intéressait uniquement pour dire à quel point ils n'étaient pas intéressés ou en désaccord. Donc, voilà. À quel point est-ce que vous jouez le jeu des médias ou ne le jouez pas pour les orienter aussi dans le sens que vous souhaitez réellement? Donc, on arrive au terme de notre conversation. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous aimez ce qu'on fait, on voit qu'il y a pas mal d'intérêt, beaucoup d'abonnés de plus en plus. Franchement, ça nous fait plaisir. Donc, likez, abonnez-vous, partagez aussi autour de vous. Et c'était Paul Auguste. J'ai discuté avec Paul-Antoine de Paul à Paul.